Alors, ce phénomène d'abandon de certains territoires va toucher ou touche déjà aussi le réseau Banque de France. Fabienne Rouchy, vous êtes de la CGT Banque de France. Est-ce que vous pouvez nous faire le point sur ce qui se passe dans les succursales de la Banque de France? Oui, alors effectivement, la Banque de France, elle a des missions de service public de proximité vis-à-vis des particuliers, comme la Poste, et elle a le plus grand mal à les assumer au fur et à mesure que les gouverneurs successifs s'acharnent à supprimer les moyens humains qui y sont affectés. On a une évolution de diminution drastique des effectifs à ce niveau-là, dans ces domaines-là, puisqu'on va passer, en 2015, on était à 1543 équivalents temps plein, on va passer à 880 en 2020, ça fait 43% de moins. Et tout ça, grâce notamment aux belles idées de nos gouverneurs. Alors le dernier, celui qui actuellement nous dirige, s'appelle François Villeroy de Galhau. Nous avons été avec Valérie et puis Alexandre de Rigny, qui est là-bas, qui est secrétaire général de la Fédération des Finances, à l'origine d'une lettre que nous avions adressée à l'époque à François Hollande, avant que ce gouverneur soit nommé, en disant, mais enfin, comment quelqu'un qui est dirigeant d'une grande banque, qu'il a été longtemps en tout cas, puisqu'il était à la BNP, comment pourrait-il être garant de l'intérêt général en étant à la tête de la Banque de France? Bon, nos conseils n'ayant pas été suivis des faits, ce monsieur a été nommé et donc s'acharne, comme ses prédécesseurs d'ailleurs, à poursuivre la réduction drastique des effectifs de l'institution. Donc, plus globalement, la banque, elle vit actuellement son 4e plan social en 15 ans et on passera entre 2005 et 2020 à une chute des effectifs de 40% sur toute l'institution. Donc, ça fait quand même beaucoup. On avait auparavant 96 succursales de plein exercice. Là, aujourd'hui, on a une organisation qui est totalement différente, qui est mise en place sur tout le territoire, avec simplement 46 succursales de présence de place et une quarantaine de centres de traitement partagés. Alors, les succursales de présence de place, j'en viens, la mienne, ma succursale, c'était la succursale de Cahors. En 2005, nous étions 24, aujourd'hui, ils sont 5, direction comprise. Donc, le directeur et son adjoint, plus 3 agents d'exécution, qui sont chargés de faire tout ce qu'il y a à faire en matière de présence de place et d'accueil physique du public. Comprenez bien que c'est à peu près impossible de maintenir, de recevoir déjà tous les usagers, puisque ce modèle-là, 5 agents dans une succursale de présence de place, il n'a pas été décidé en fonction du flux d'usagers au guichet, par exemple. Il a été décidé une fois pour toutes, pour tout le monde de la même manière, ce qui est complètement idiot. Donc on a des succursales où les usagers, il y a des files d'attente, où le hall ne désemplit pas, et où les collègues, du coup, ont beaucoup de mal à maintenir leurs compétences, puisqu'ils ne peuvent plus traiter des dossiers de surendettement. Ils sont là pour enseigner les usagers sur le traitement du surendettement, mais ils n'ont plus le temps de traiter les dossiers. Donc vous comprenez bien qu'en termes de maintien des compétences, ça pose quand même de gros problèmes. Et du coup, on leur impose aussi, parce qu'on n'arrive pas à recevoir tout le monde, donc il faut faire quelque chose. Eh bien, donc, mettons en place le tout rendez-vous. Donc, on leur impose de recevoir uniquement les usagers qui ont pris rendez-vous. Alors là, nos dirigeants qui avaient pris l'engagement pour essayer de faire passer un petit peu la pilule, ils font toujours ça, notamment dans les comités d'entreprise, de laisser les agents de la banque recevoir les usagers qui arriveraient spontanément à nos guichets chaque fois que c'était possible. Aujourd'hui, disent non, c'est uniquement sur rendez-vous qu'on peut recevoir recevoir le public, et du coup on a une chute vertigineuse du nombre de personnes qui se présentent à nos guichets, puisque le public il se décourage, il va venir une fois, il va voir qu'il est refoulé parce qu'il n'a pas pris rendez-vous, il va essayer de prendre rendez-vous sur une plateforme qui ne fonctionne pas, où il y a tellement peu de personnes au bout du fil, qu'il va devoir appeler tout un tas de fois, par internet ça va être très compliqué, enfin bref, on met tout en œuvre pour finalement fermer, de ne plus être en mesure de recevoir les usagers. Le gouverneur Villeroy de Galhau, quand il est arrivé à la banque,
Donc il avait dans ses valises un plan mal nommé Ambition 2020, dans lequel il prévoyait ce type d'organisation et dans lequel il prévoyait aussi la numérisation des dossiers, la possibilité pour les usagers de nous faire passer leur dossier par voie d'Internet. Il y a 20% de la population qui est éloignée des outils numériques aussi, et 41% des ménages qui ont les plus faibles revenus. Donc bonne idée, qui va utiliser ce genre de canal, assez peu de débiteurs, sachant que, Véronique l'a dit tout à l'heure, remplir un dossier de surendettement, c'est quand même un peu pour beaucoup le parcours du combattant, quoi. C'est des dossiers complexes selon la situation, enfin bon, c'est juste se moquer du monde que d'expliquer, comme l'avait dit d'ailleurs le gouverneur Noyer, le prédécesseur de Villeroy, à la commission des finances de l'Assemblée nationale, c'est juste se moquer du monde que de dire que c'est aussi simple que de demander une carte d'identité. Enfin, ça n'a strictement rien à voir. Donc on a toute une population que finalement on isole et à laquelle on refuse un petit peu l'accès à la Banque de France. Alors je vous disais qu'il y a donc un certain nombre de succursales, 48 exactement, qui ont été transformées en succursales de présence de place, comme la mienne, celle de Cahors. Je ne suis pas très souvent, ils sont chers à mon cœur ces agents, mais je ne suis pas très souvent. Et une quarantaine qui sont transformés en centres de traitement partagés. Alors les centres de traitement partagés, c'est des usines à dossiers. Des usines à dossiers dans lesquelles les agents sont poussés à avoir une productivité maximale. Et là, ce qui est attendu, c'est une hausse de la productivité de plus de 50% entre 2015 et 2020, puisque en 2015, ils traitaient 187 dossiers par équivalent temps plein par an. En 2020, on leur demandera d'en traiter 330. Soi-disant, la numérisation des dossiers, puisque maintenant tous les dossiers sont numérisés, tous les justificatifs aussi par un prestataire externe, ça va soi-disant permettre des gains de productivité. Ben pas du tout. On le voit au fur et à mesure que cette numérisation se met en œuvre. Les agents, simplement, ils ne travaillent plus avec des dossiers papier et un seul écran. Ils travaillent avec deux écrans. Le dossier papier et son contenu, il défile sur un écran. Donc vous imaginez la gymnastique. Pas sûr que ça fasse gagner du temps, ni en amélioration des conditions de travail d'ailleurs. Les collègues le disent. Et sur l'autre écran, le logiciel. Donc des conditions de travail qui sont dégradées et en plus pas du tout de gain de temps sur le traitement du dossier. Ce qui s'est passé quand même, c'est qu'il y a eu des évolutions législatives qui ont permis d'accélérer la procédure de traitement et qui ont permis aussi, Véronique en a parlé tout à l'heure, et qui ont permis aussi d'éviter des redépôts et de systématiser davantage les effacements de dettes. Donc ça a permis de diminuer le nombre de dossiers, c'est vrai, puisqu'on est passé de 217 000 dossiers en 2015 à 181 000 et un petit peu plus en 2018, et que la direction, elle, table sur 181 400 dossiers en 2020. Donc oui, la baisse de dossiers a eu lieu, de dépôt de dossiers a eu lieu, et nous semble qu'elle ne va pas se poursuivre. Et de toute façon, nos effectifs, ils ont vraiment été calculés sur une vitesse de traitement du dossier qui est absolument pas réaliste. Ça, c'est très problématique. Et puis, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des risques psychosociaux qui augmentent beaucoup chez ces salariés-là, c'est qu'ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas du tout à réaliser de façon correcte la mission qui est attendue d'eux. Puis c'est des agents qui croient au service public, qui essayent, quand on traite un dossier de surendettement, quand on a en face de soi une personne qui est en difficulté, quand on a au guichet un usager qui vient consulter son fichier en larmes, ça arrive régulièrement, le fichier d'incident de crédit ou le fichier central des chèques, parce qu'ils se retrouvent avec des chèques rejetés qui vont justement créer des frais d'incident. Et pour quelqu'un qui a des difficultés pour boucler les fins de mois, c'est quand même très compliqué, ça a des conséquences très compliquées. Tous ces agents, ils sont aujourd'hui en souffrance pour la plupart d'entre eux. Et la dernière enquête sur les risques psychosociaux qui a été menée au sein de la Banque de France a montré qu'il y avait vraiment de grosses problématiques qu'il faudrait essayer de prendre en compte. Donc nous, face à tout ça, on a quand même des propositions qu'on a essayé de porter au ministère
avec nos camarades de la Fédération des finances et avec les camarades de la Fédération de banque et assurance aussi, des revendications. Alors, au-delà de la revendication commune sur un plafonnement global qui est absolument nécessaire des frais bancaires pour tous, on se dit, en attendant, nous, à la Banque de France, on pourrait au moins avoir la mission de faire la promotion, entre guillemets, d'informer, de sensibiliser à la fois les publics et les agences locales sur l'offre qui existe aujourd'hui, même si elle ne nous satisfait pas, l'offre spécifique client fragile, parce que beaucoup de particuliers ne savent pas qu'ils peuvent en bénéficier, et les agences locales n'en font pas non plus beaucoup écho, sachant qu'il y a deux des critères retenus par le législateur pour ouvrir la voie à cette offre qui correspondent à des activités qui sont exercées par les salariés de la banque, à savoir le traitement du surendettement et la gestion des fichiers, notamment du fichier central des chèques et des incidents de crédit. On a aussi des propositions en matière de droit au compte, puisque le droit au compte, Bernard nous en a fait la démonstration tout à l'heure, c'est extrêmement difficile d'obtenir de la part de certaines agences bancaires le justificatif qui permet d'arriver à la succursale de la Banque de France et de dire « Regardez, ma banque, elle refuse de m'ouvrir un compte, elle me l'a écrit, vous devez exiger qu'une agence bancaire m'en ouvre un, puisque c'est mon droit. » La procédure, elle est pas facile pour les particuliers, en tout cas, elle ne leur facilite pas la vie. Le parcours décrit tout à l'heure par Bernard le montre. On pourrait tout à fait la simplifier, imaginer que la succursale, que lorsqu'un particulier arrive à la succursale de la banque, ce soit la banque qui fasse la démarche vis-à-vis de la Banque de France qui fasse la démarche. Oui, à la banque, on est un peu prétentieux, on dit la banque. En fait, c'est la Banque de France qui pourrait faire la démarche vis-à-vis de l'agence bancaire commerciale en disant, voilà, il y a une demande d'ouverture de compte de telle personne et puis, passé un délai raisonnable, on pourrait considérer que la banque refuse de lui ouvrir son compte et la Banque de France pourrait faire son travail pour que le compte soit ouvert de façon obligatoire. On a aussi des propositions en matière de prévention du surendettement. Parce que si le nombre de dossiers de surendettement a beaucoup diminué, malheureusement, les situations de pauvreté, elles, non. Les dernières enquêtes qui sont disponibles, qui sont fournies aujourd'hui par l'INSEE, qui datent de 2015, montrent que la France compte 5 millions de pauvres si l'on fixe le seuil de pauvreté à 50% du niveau de vie médian et 8,9 millions si on utilise le seuil à 60%. Ça nous fait quand même des taux de pauvreté dans le premier cas de 8% de la population et dans le deuxième de 14,2%. On est quand même la France, quoi. On était 5e puissance mondiale. Alors il y a du débat là-dessus. Je ne sais pas maintenant si on est 6e ou 7e. En tout cas, on est une grande puissance mondiale. Et entre 2005 et 2015, on se rend compte que le nombre de personnes en situation de pauvreté a augmenté de 600 000 au seuil à 50% et de 1 million au seuil à 60%. Donc on pourrait, en matière de prévention, faire mieux dans ce pays. Et la CGT Banque de France, elle propose que les succursales se voient confier une mission de mettre en place au niveau local par bassin d'emploi, avec les parties prenantes directement concernées, que sont les bailleurs sociaux, les CCAS, les associations de consommateurs, les syndicats pour l'emploi, les services fiscaux, des indicateurs qui pourraient permettre de détecter les situations non seulement de surendettement, mais plus largement d'exclusion financière. Ça pourrait nous permettre, puisque nous sommes opérateurs nationaux en matière d'éducation financière et budgétaire des publics, de cibler nos actions. Et ça pourrait permettre aussi de travailler avec l'État sur puisqu'il paraît qu'on veut lutter contre la pauvreté, sur des actions un peu plus ciblées, spécifiques, dans des territoires fragilisés, donc des actions de développement économique et de lutte contre la pauvreté. Alors vous allez me dire avec quels moyens humains, puisque nous, on veut faire tout ça, on veut faire plein de choses, on se dit que c'est utile à la société, la banque, que voilà. Et pour ça, il nous faut des moyens. Alors, comme tous nos camarades, partout, dans tous les services publics et ailleurs, on lutte pour essayer d'obtenir que des implantations ne ferment pas et qu'on nous donne la force de travail nécessaire pour accomplir nos missions de la bonne manière, avec toute la qualité requise attendue par le citoyen.
Quand on regarde les bénéfices de la Banque de France et ce qu'elle verse en moyenne à l'État depuis 1999, on se rend compte que, parce que l'État c'est notre actionnaire, on se rend compte que l'actionnaire de la banque, qu'on a versé en moyenne 4,5 milliards d'euros chaque année depuis 1999. Alors, nos dirigeants nous disent, à longueur de séances de comité central d'entreprise, l'État a besoin d'argent, ne gaspillons pas l'argent public, serrons-nous tous la ceinture, il n'y aura pas d'augmentation de salaire, il y aura des restrictions d'effectifs, des gains de productivité, on peut faire mieux avec moins parce que l'État a besoin d'argent. Mais Valérie l'a dit tout à l'heure, l'État il verse des montants très importants, ça se chiffre en de nombreux milliards d'euros d'intérêts aux banques commerciales auxquelles il emprunte, parce qu'il est obligé d'en passer par là, il ne peut plus emprunter directement à la Banque centrale nationale ou à la Banque centrale européenne, qui elle prête des milliards et des milliards à des taux très faibles, voire nuls, voire négatifs. Donc il y a quand même un petit souci, quoi. Il nous semble que de ce côté-là, on pourrait essayer de faire quelque chose. Quand on regarde aussi les montants de la fraude fiscale et sociale et de l'évasion fiscale, ça se chiffre grosso modo à 100 milliards d'euros par an. On pourrait décider de lutter contre. On pourrait décider d'accentuer les contrôles, d'aggraver les sanctions. À la Banque de France, on a l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui est notamment chargée du contrôle des banques. Et c'est de toutes petites équipes qui contrôlent aujourd'hui les banques commerciales à la Banque de France. De toutes petites équipes. Et on voit que, alors c'est Oxfam qui dit ça, qui avait fait toute une publication sur ce sujet-là, on voit qu'il y a quand même de grandes banques comme BNPP qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. Alors, dans le palmarès, elles seront à différents niveaux. Alors, BNPP, c'est le top, 172 filiales dans les paradis fiscaux. Société Générale fait mieux avec 133, et Crédit Agricole est vraiment meilleur avec 131, quoi. Bon, alors quand on nous dit que dans le rapport CAP 22, il faut lutter contre la fraude fiscale en visant la disparition du cash, je ne crois pas que ce soit avec des mallettes pleines de cash que nos grandes banques voilà, fraudent, pour celles qui fraudent en tout cas. Et il y a régulièrement des articles, il y en a eu un il n'y a pas très longtemps là, sur un grand dirigeant d'une grande banque qui avait fraudé. Je ne crois pas que la disparition du cash nous aide à lutter contre ce fléau. On peut ensuite se demander si les exonérations et les aides multiples aux entreprises sans contrepartie et sans contrôle de leur utilisation, comme le CICE, qui sera doublé en 2019 quand même, hein, puisque en 2019 on aura le CICE qui concerne l'année 2018 qui sera versé aux entreprises en trésorerie, ça fera 20 milliards, plus les 20 milliards d'exonération de cotisations sociales qui correspondent au CICE 2019. On peut se demander s'ils sont utiles à l'économie et à l'emploi ou juste aux actionnaires, puisque beaucoup des entreprises qui les perçoivent licencient. La Banque de France, la première. La Banque de France, aujourd'hui, elle licencie, elle perçoit le CICE. Dans le cadre du plan social qu'elle met en œuvre en ce moment, elle licencie 15% des agents qui sont touchés par le plan social. C'est la première fois que ça arrive, mais c'est peut-être... c'est une première qui pourrait se reproduire. Et on voit bien que les grands bénéficiaires du CICE, ce sont les grands groupes. Les grands groupes, sur 100 € de bénéfices, ils versent 68 € à leurs actionnaires, 25 €, ils investissent, 5 €, participation et intéressement pour les salariés. Là aussi, il peut mieux faire. Et puis, on peut contrôler mieux, et la banque, elle aurait aussi les moyens de contrôler mieux. Si on lui en donne... les moyens, elle aurait... Oui, elle peut contrôler mieux si on lui en donne les moyens humains. Elle peut faire ça. Et puis la dernière chose, pour trouver de l'argent pour l'État, on se dit que peut-être un impôt plus juste et plus efficace, plus progressif, ça pourrait renflouer comme il faut les caisses de l'État. Je vous invite d'ailleurs à lire, vous pouvez y accéder sur le site de la Fédération des Finances, je fais beaucoup la pub. Sur le site de la Fédération des Finances, CGT, vous verrez qu'il y a un 4 pages très bien fait qui s'intitule « On va vous faire aimer l'impôt ».
qui vous explique plein de choses et qui montre que si on voulait, on pourrait faire autrement. Et c'est complètement d'actualité, parce que c'est aussi une vraie revendication, une vraie demande de la CGT, des salariés, mais aussi de tous ceux qui ne se retrouvent pas dans cette société très inégalitaire d'aujourd'hui, qui prennent un gilet jaune parce qu'ils se disent que peut-être c'est une manière de se faire entendre. Donc voilà, tout ça, ça relève de choix politiques, et il nous semble que c'est important qu'on popularise ces idées-là, parce qu'il y en a besoin par les temps qui courent.